L'histoire s'ouvre sur un souvenir d'enfance de Jiro. Encore écolier, il se confie à une femme après une nouvelle bagarre. Une fois de plus, ses camarades se sont moqués de lui, convaincus qu'il invente lorsqu'il prétend pouvoir communiquer avec les animaux. Pourtant, ce don est bien réel. La femme avec qui il discute est en réalité une chienne, qui lui adresse quelques mots réconfortants. Elle lui explique que le fait d'être différent n'est pas une malédiction, mais une force. Si Jiro possède une capacité que les autres n'ont pas, c'est parce qu'il est destiné à accomplir des choses que personne d'autre ne pourrait faire. Les années passent, et on voit maintenant Jiro entouré par un groupe de voyous, qui lui font savoir que c'est leur territoire. Cependant, Jiro n'a pas peur d'eux, ce qui met en rage le chef de ces voyous, qui se jette sur Jiro mais ne réussit qu'à tomber dans la rivière. Jiro se prépare maintenant à affronter les deux autres, qui se montrent quelque peu apeurés, se demandant si ce type est un ninja. Tout comme leur chef, Jiro les envoie eux aussi dans la rivière, et en sortant il s'enfuit en courant. Juste à ce moment, Jiro entend une voix le remercier, et on se rend compte qu'il s'agit d'un chat, soulagé qu'il puisse désormais vivre en paix à cet endroit. Il est cependant quelque peu inquiet pour Jiro, car avec ce qu'il vient de faire, ces gens pourraient lui garder rancune. Mais Jiro n'est pas préoccupé, car il y est déjà habitué. Le corbeau se moque de lui faisant savoir qu'avec sa tête de mécontent, il ne va trouver personne. Après s'être dit au revoir et être rentré chez lui, Jiro se fait gronder par son grand-père, qui a appris qu'il s'est encore battu dans la rue, et qu'il ne lui a pas enseigné les arts shinobi pour qu'il fasse ce genre de choses. Il finit par lui lancer des kunai, puis montre à Jiro la relique familiale des Asuma, la grande épée shinobi. Il lui révèle que sa famille a reçu cette épée du shogun lui-même à l'époque d'Edo, et qu'il ferait donc mieux, lui aussi, de respecter ses racines et de se comporter en véritable Asuma. Mais le vilain Jiro lui répond que c'est sûrement une fausse épée, ce qui provoque la colère du grand-père, qui dégaine l'épée pour lui montrer son tranchant et commence à tout couper sur son passage. Un peu plus tard, c'est à Jiro de tout réparer. Son grand-père le prévient que ce soir-là aura lieu la réunion de voisinage, et qu'il ne rentrera donc pas avant tard. Il lui rappelle de fermer à clé, et Jiro accepte, tout en pensant qu'il n'est plus un enfant. Mais juste à ce moment arrive le corbeau pour le prévenir qu'un chat est en danger dans la forêt. Le corbeau se charge de le guider, et en arrivant sur place, Jiro se demande ce qui a bien pu lui arriver. Il demande au corbeau s'il le connaît, mais celui-ci répond qu'il ne l'a jamais vu, et malgré ses croassements, le chat ne répond jamais. Jiro remarque qu'il est dans un très sale état, mais soudain la voix du chat demande qui ose l'appeler ainsi, tandis qu'une autre voix l'appelle Rago, l'étoile noire du malheur et dévoreur du soleil. Elle lui demande de se réveiller de sa léthargie, et de leur prêter son pouvoir. Cependant, Rago les envoie pourrir, et commente qu'ils vont regretter d'avoir interrompu sa sieste, et qu'en plus il ne reçoit d'ordre de personne. À cette réponse, on lui répond qu'alors ce sera l'endroit de sa mort. Un peu plus tard, Rago ouvre les yeux, et on voit qu'il se trouve maintenant dans la chambre de Jiro, qui entre justement dans sa chambre et se réjouit de le voir réveillé. Il lui donne un peu de nourriture, se présente, et lui demande comment il s'appelle. Cependant, le chat ne répond pas, et Jiro lui demande ce qu'il a, puisque même les chats errants ont un nom. Mais le chat se demande qui est cet imbécile, pensant qu'il ne va même pas le comprendre. Jiro lui conseille de ne pas l'appeler imbécile, et le chat reste sous le choc, finissant par se cacher sous le lit. Jiro lui demande de sortir une bonne fois pour toutes, tandis que le chat pense qu'il ne peut sentir aucune énergie spectrale venant de lui, donc c'est effectivement un humain. En voyant qu'il ne veut pas sortir, Jiro décide d'utiliser son arme secrète. Le chat pense qu'on ne le sortira jamais de là, mais l'arme secrète fonctionne effectivement. Il commente qu'on dit bien que pour atteindre le cœur d'un homme, il faut d'abord passer par son estomac. Et Jiro trouve amusant qu'un chat se considère comme un homme. Celui-ci répond qu'il n'est pas un chat, et se présente comme Rago, un immortel, un mononoke. Il lui explique que la plupart du temps ils prennent une forme humaine ou animale, et que certains d'entre eux vivent en solitaire dans les montagnes ou au plus profond de la forêt. Jiro lui demande si les mononoke sont comme lui, et Rago sent qu'il ne ment pas, donc qu'il ne sait vraiment rien. Il lui révèle qu'il a été attaqué par d'autres mononoke, bien qu'il ne se souvienne pas de grand-chose, car il était profondément endormi, et tout ce dont il se souvient, c'est qu'on l'avait réveillé et qu'il était entouré. Ils étaient venus lui demander de l'aide, mais cela ne l'intéressait pas, et il leur a demandé de partir. Jiro lui demande pourquoi il les a rejetés s'ils étaient eux aussi des mononoke. Rago répond que c'est parce qu'il déteste les gens de son espèce, de simples parasites prétentieux qui cachent leur faiblesse derrière la force des autres. Jiro se sent rapidement proche de lui, bien que Rago pense qu'il ne devrait pas trop s'attarder là-dessus, car après tout c'est un humain, et il ne va pas le croire. Cependant, Jiro lui répond que même s'il ne comprend pas grand-chose, cela ne veut pas dire qu'il ne le croit pas. Après tout, lui-même parle aux animaux, donc peu importe qu'il soit un mononoke.
Pendant ce temps, dans la forêt où Rago avait été retrouvé gravement blessé, apparaît une rousse qui communique avec le quartier général, et informe qu'elle a trouvé du sang, sans doute celui de Rago, qui pourrait être tout proche. Son chef lui ordonne de se retirer pour l'instant, pendant que lui-même rejoindra l'équipe de recherche. La rousse s'en va et disparaît soudainement, tandis qu'ailleurs on aperçoit une ombre mystérieuse souriant méchamment. De son côté, Jiro est en train de laver Rago et est surpris de voir que ses blessures sont déjà guéries, ce qui veut dire que ce qu'il racontait pourrait bien être vrai. Rago lui répond qu'il savait déjà qu'il ne le croirait pas, mais Jiro lui répond qu'il l'a cru à moitié, l'autre moitié ressemblant davantage au délire d'un chat moribond. Cette situation lui rappelle beaucoup sa chère Nachi, son ancienne chienne, magnifique, affectueuse et grande, tout le contraire de Rago. Celui-ci lui demande s'il a envie de mourir. Jiro continue et lui raconte qu'à cette époque il souffrait beaucoup de harcèlement scolaire, et chaque fois que Nachi le voyait, elle lui demandait de la laver pour que tout le mal parte avec la saleté, puis lui disait qu'elle était très heureuse de l'avoir, mais que quand il le pourrait, elle aimerait aussi qu'il aide les autres, car c'est un don que lui seul possède. Ces mots touchent Rago, mais au moment où il s'apprête à dire quelque chose, Jiro l'interrompt avec le rinçage. Un peu plus tard, Jiro est profondément endormi, tandis que Rago s'excuse, il sait qu'il lui doit une faveur, mais il doit partir. Cependant, même si ses blessures sont guéries, il lui manque des forces, il doit donc partir rapidement. Mais à ce moment apparaît Jiro, qui lui fait remarquer qu'il boit encore. Rago panique et lui demande ce qu'il a bien pu faire, et comment il est arrivé là si vite alors qu'il était profondément endormi. Jiro lui révèle que c'était son Kawarimi. Il lui fait aussi savoir qu'il ne compte pas le laisser partir dans cet état. Rago lui répond que ça ne le regarde pas, mais Jiro ne compte pas le laisser partir, car depuis qu'il l'a sauvé, ça le regarde. Rago lui répond qu'il ne lui a jamais demandé de l'aide, qu'il l'a aidé parce qu'il le voulait, et que le mieux qu'il puisse faire, c'est arrêter de jouer les sauveurs, car peut lui importer de mourir à cet endroit. Jiro lui demande pourquoi il dit ça, et Rago, agacé, lui répond que ce n'est pas son problème. Cela met Jiro en colère, et il lui ordonne d'arrêter de parler de mourir comme si de rien n'était. Cependant, Rago montre sa puissance et lui recommande de se taire une bonne fois pour toutes. Il sait parfaitement qu'il n'a pas si mauvaise mémoire, et lui rappelle qu'il est un Mononoke, un spectre dévoreur d'humains. Ils sont tous deux de mondes complètement différents, donc il vaut mieux qu'il le laisse tranquille une bonne fois pour toutes. Cependant, un individu mystérieux se joint à la discussion. En le voyant, Rago se lamente, car il sait qu'ils sont déjà venus le chercher. Jiro prévient l'individu qu'il n'est pas invité chez lui, et qu'il arrive au plus mauvais moment, car il est en colère, il lui recommande donc de partir. Mais celui-ci se transforme, et lui fait savoir qu'il ne doit pas s'inquiéter, car il va le dévorer sur le champ. Heureusement, Rago bouge rapidement pour attirer son attention et s'enfuir, ce qui pousse l'autre Mononoke à le poursuivre pour qu'il ne s'échappe pas. De son côté, Jiro est surpris, mais ne compte pas laisser Rago seul. Ce dernier tente de prendre de la distance pour pouvoir attaquer, mais l'autre ne le lui permet pas et finit par le plaquer au sol. Il commente qu'il savait qu'il était en mauvais état, mais pas à ce point, et que c'est plutôt pathétique que le légendaire Mononoke Rago, l'étoile noire du malheur, soit aussi minable. Il lui demande d'arrêter de perdre du temps, car il est temps de partir, ça leur a coûté cher de briser le sceau qui le retenait prisonnier, et il préférerait ne pas avoir à tuer un camarade. Cependant, Rago préfère l'accompagner, car tout ce qu'ils veulent, c'est son pouvoir, et s'ils le veulent tant que ça, ils doivent le mériter, mais pour cela, ils doivent être prêts à affronter la mort. Ils s'élancent rapidement l'un contre l'autre, mais de manière inattendue, Jiro se joint au combat, et, en utilisant la relique familiale, tranche le bras du Mononoke. Rago lui demande ce qu'il fait là, que ce n'est pas une bagarre de rue. Jiro lui répond de se taire, car s'il meurt à cet endroit, il l'aura sauvé pour rien. Cependant, la coupure infligée à l'autre ne fait que provoquer sa colère, et il commence à se transformer complètement. Pendant ce temps, Jiro dit à Rago que quand lui aide quelqu'un, il le fait vraiment, et qu'il ne compte donc pas le laisser seul. De toute façon, même s'il avait fui, ce type serait ensuite venu le chercher. Le Mononoke commente qu'il est plus malin qu'il n'y paraît, car effectivement il comptait aller le tuer ensuite, mais trouve étrange que sa forme ne le déstabilise pas le moins du monde. De plus, son adresse à l'épée et sa discrétion sont surprenantes, il lui demande s'il est d'ascendance shinobi, car si c'est le cas, il prendra plaisir à le dévorer tout entier. Il attaque Jiro, qui parvient à esquiver et riposte avec son épée. Cependant, en un instant, le Mononoke lui transperce la poitrine, commentant qu'il s'est laissé emporter. Il lui recommande de se rendre pour ne pas souffrir, mais Jiro se bat, et parvient à se libérer. Malheureusement, il s'effondre au sol. Rago s'approche de lui, et l'observe fixement, commentant qu'il est parti pour son propre bien.
Le Mononoke lui demande de le dévorer pour qu'il retrouve sa forme, car il doit aussi avoir l'estomac vide. Mais Rago lui ordonne de se taire, car il va mourir, puis dit à Jiro qu'il l'a ignoré quand il l'avait prévenu de ne pas se mêler de ça, et qu'avec sa mort, tout aura été vain. À ce moment, il pourrait le dévorer et retrouver sa forme d'origine, mais il ne le fera pas, car il refuse de recevoir des ordres de cet insupportable démon. En revanche, ce sera Jiro qui le dévorera, lui, après tout, il lui doit une faveur, et il est temps de la rendre. Le Mononoke demande ce qu'il est en train de faire, tandis que Rago pénètre dans le corps de Jiro et lui ordonne de se réveiller. Larousse d'avant, aïe, 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 quelle animation à cet anime. Larousse informe son chef de ce qui se passe, et celui-ci répond que de là où il est, il peut aussi le voir, et que les choses vont un peu se compliquer. Le Mononoke demande ce qu'il a bien pu faire en donnant son pouvoir à un humain, et de surcroît à un shinobi. Jiro se relève et se demande ce qu'est cette chose, et pourquoi il a ça dans le corps. Mais Rago lui parle directement dans la tête et lui demande de se concentrer, promettant de tout lui expliquer une fois qu'ils s'en seront sortis. Le Mononoke attaque de toutes ses forces, et Jiro parvient à esquiver tout en étant encore confus. Rago lui ordonne de le tuer une bonne fois pour toutes, car pour pouvoir lui expliquer, il faut d'abord tuer ce misérable. Jiro ne sait pas comment faire, mais Rago lui répond qu'il va lui donner un coup de main. Il lui dit qu'il lui suffit de fermer le poing, et en le faisant, Jiro déclenche une puissante vague d'énergie sombre, détruisant complètement le torse du Mononoke, laissant Jiro stupéfait en réalisant que c'était ça, le fameux coup de main. Maintenant que son ennemi est éliminé, il demande des explications. Cependant, il devra attendre, car Larousse apparaît, et lui ordonne de ne pas bouger et de ne pas parler. Son chef arrive également sur place, déplorant que les choses se soient encore aggravées. Jiro demande s'il est un complice de ce maudit monstre, mais l'homme lui demande de se calmer, car ils ne sont pas des Mononoke, ils sont une agence d'espionnage, de simples fonctionnaires. Il lui dit qu'il lui expliquera les détails plus tard, tout comme il peut deviner dans quelle situation il se trouve. Cependant, Jiro ne compte pas se laisser capturer, mais la fille pulpeuse le met hors combat. Son chef l'appelle par son nom, Ichika, et lui demande de ne pas trop exagérer, mais Ichika répond que ce n'est que temporaire, car ils ne veulent pas qu'il soit désorienté et devienne agressif. Elle demande ce qu'ils doivent faire de lui, et le chef ordonne de l'emmener à l'hôpital pour des examens, précisant qu'ils ne peuvent pas non plus le laisser mourir, car c'est quelqu'un de très important, aussi bien pour eux que pour les Mononoke. Il est temps d'emporter le corps. Cependant, les espions sont plutôt lâches, car Jiro est possédé, et Ichika, voyant que ses collègues sont des incapables, décide de traîner elle-même le corps. Pendant ce temps, il se trouve dans une hallucination, se demandant où diable il est. Il se souvient avoir rencontré un chat étrange, puis un monstre a essayé de le tuer. Mais à ce moment, Rago lui parle, et Jiro lui demande pourquoi il a l'air de flotter. Rago lui répond qu'il n'a peut-être pas remarqué le trou qu'il a dans la poitrine. En s'en rendant compte, Jiro se réveille de son rêve. En se levant, il pense que tout cela n'était qu'un rêve, mais en vérifiant sa poitrine, il comprend que non. Juste à ce moment, Ichika l'informe qu'il est resté endormi un jour et demi, et informe rapidement son chef. Jiro lui demande qui elle est, mais elle l'ignore complètement et informe Ryosuke qu'il s'est réveillé, et qu'il semble assez lucide. Jiro se plaint que cette femme l'ignore, et à ce moment Rago apparaît dans sa tête, commentant que cette femme est plutôt agaçante. De son côté, Ryosuke avance vers la chambre et n'en revient pas que sa subordonnée lui est raccrochée au nez, mais avant d'entrer dans la chambre, il entend une petite dispute, et en retrouvant Jiro, il se réjouit de le voir bien, et lui dit qu'il est un dur à cuire. Il demande ensuite à Rago comment il va, mais celui-ci répond qu'il n'a rien à dire à un gamin mal élevé. Ryosuke comprend que Rago ne lui fait pas confiance, mais qu'au moins il ne semble pas vouloir lui faire de mal, donc la situation n'est pas aussi mauvaise qu'il le craignait. Il en profite pour se présenter formellement comme Ryosuke Shiba, de l'agence d'espionnage. Jiro le sait déjà et lui demande de lui donner les explications promises. Shiba décide de lui raconter, et demande à Jiro s'il connaît les Oniwaban. Jiro répond que c'était des agents secrets qui travaillaient pour le shogunat à l'époque d'Edo. Ryosuke est surpris de voir que le garçon est plutôt cultivé, et lui explique qu'avec la restauration de Meiji, les Oniwaban sont devenus loyaux, non plus au shogunat, mais au nouveau gouvernement. C'était un groupe d'agents secrets du gouvernement, une organisation qui existe encore aujourd'hui sous forme d'agence d'espionnage, et ce sont pratiquement leurs tâches. Espionner à l'étranger, faire du contre-espionnage, et aussi rechercher et détruire les Mononoke. Cependant, les Mononoke causent rarement des incidents graves. C'est pourquoi ces derniers temps ils s'occupent surtout des humains, protégeant des personnalités publiques ou enquêtant sur des organisations. Mais comme son département est spécialisé dans les Mononoke, ils ont généralement une vie tranquille, du moins jusqu'à récemment,
car un groupe de Mononoke a attaqué une de leurs installations, et pour être tout à fait franc, ce qu'ils avaient scellé dans cette installation, c'était Rago lui-même. Jiro comprend alors pourquoi Rago lui avait dit qu'il avait dormi très longtemps, mais c'est maintenant à Ryosuke de poser des questions, et il demande à Jiro comment il en est arrivé là. Celui-ci leur raconte tout. La fille n'arrive pas à croire qu'il soit aussi idiot, et lui demande s'il ne va pas bien de la tête, mais Jiro lui demande de se taire, car elle ne sait rien, n'ayant pas été présente. Pendant que ces deux-là s'insultent, Ryosuke se demande ce qu'il devrait bien mettre dans le rapport, mais les détails viendront plus tard, car l'important maintenant c'est que Jiro est fusionné avec Rago, et qu'ils continueront pratiquement à fonctionner ainsi jusqu'à sa mort, car ils n'ont pas la moindre idée de comment inverser ça, mais ils savent chercher une solution, et comme ils n'ont justement aucune idée de ce que trament les autres Mononoke, il restera avec eux pour le protéger. Il n'a pas le choix, car la police a déjà enregistré la plainte pour disparition, et tout est déjà en place. Ils ne sont pas comme ces héros de la télévision, ils ne sont pas obligés de respecter ses droits, et surtout, il n'est plus un enfant, il devra donc assumer sa responsabilité. Il le prévient que le lendemain il sera transféré dans d'autres installations, et avant de quitter la chambre, il lui fait savoir que tout cet hôpital est sous sa juridiction, il a donc des soldats partout. Sur ce, il prend congé, et avant qu'Ichika ne parte, Jiro remarque ce chien, tandis qu'Ichika se contente de l'observer et se retire. Un peu plus tard, Jiro comprend qu'il est pratiquement prisonnier dans cette chambre, et le pire, c'est qu'il est maintenant une personne disparue. Il se demande ce qui se passera s'il reste ainsi pour toujours, en pensant à son grand-père. Rago lui rappelle qu'il le lui avait déjà dit, mais qu'il a insisté pour s'en mêler. Jiro lui demande de ne pas faire de sermon, et Rago répond que ce n'est pas ce qu'il veut dire, simplement qu'à chose faite, il faut assumer. Et même si cet idiot de Ryosuke a dit que tout ça était pour le protéger, il ferait bien d'y réfléchir sérieusement, lui et son groupe sont ceux qui l'ont scellé, il doute donc fort qu'il le traite bien maintenant qu'il est fusionné avec un Mononoke. Et en plus de cette agence d'espionnage, il y a aussi les autres Mononoke qui sont venus pour lui, ceux qui l'ont réveillé en sachant pertinemment qu'ils auraient à en répondre devant l'agence. De quelque côté qu'il regarde, il est actuellement seul, et tout le monde est soit en colère, soit cherche à profiter de lui. À ce moment, Jiro se met à crier de frustration. Rago lui demande s'il va bien, mais Jiro répond qu'il en a assez que tout le monde fasse ce qui lui plaît, donc lui aussi fera ce qu'il veut. Rago lui demande s'il compte s'enfuir, précisant que lui ne veut pas fuir, mais Jiro répond qu'il va se battre et compte leur donner une bonne leçon. Rago le prévient qu'il ne compte pas le sauver, mais Jiro a déjà tout planifié et utilise les corbeaux pour attirer l'attention des gardes, et s'échappe rapidement. Un peu plus tard, au crépuscule, il remercie les corbeaux et leur donne les friandises promises. Puis il rentre chez lui, car il a quelque chose d'important à faire. Parler à son grand-père et lui raconter tout ce qui s'est passé. Rago lui demande s'il est sûr que son grand-père le croira, mais Jiro est convaincu que oui. Il lui demande de disparaître un moment, et au moment où il s'apprête à entrer sur la propriété, son grand-père apparaît derrière lui. Jiro lui dit qu'il est parti à cause de certaines choses qui se sont passées, mais qu'il ne peut pas tout lui raconter, que la situation est compliquée. Son grand-père lui ordonne de le suivre sans rien dire. Un peu plus tard, arrivé à un terrain de baseball, Jiro demande pourquoi il l'a emmené là, et son grand-père répond que c'est parce que là, personne ne pourra intervenir, et lui assène rapidement un coup. Il lui demande s'il sait ce qu'il a fait. Jiro ne comprend rien, regrette d'être parti, mais estime qu'il n'avait pas à le frapper. Son grand-père lui révèle alors que Ryosuke Shiba lui a déjà tout raconté, et qu'il sait parfaitement qu'il est possédé par un Mononoke, et que l'agence d'espionnage le recherche. Jiro, surpris, lui demande comment il sait ça, et son grand-père répond que c'est parce qu'il est un ancien membre de l'agence d'espionnage. À ce moment, Rago apparaît en commentant qu'il trouvait déjà bizarre de voir un vieil homme aussi prêt à tuer. Le grand-père, en le voyant, comprend que tout est vrai. Il n'aurait jamais pu le croire sans le voir de ses propres yeux, mais maintenant il sait ce qu'il doit faire. Assumer la responsabilité de l'erreur de son petit-fils, car il ne compte laisser ni l'agence d'espionnage ni un Mononoke profiter de lui. Il compte donc le détruire, lui et Rago, et une fois cela fait, mettre fin à sa propre vie. Rago commente que ce vieillard est redoutable. Jiro esquive son attaque pendant que Rago continue de dire que rien n'arrête ce vieil homme. Jiro est d'accord, répondant qu'il ne l'avait pourtant jamais vu aussi en colère. En un instant, le vieil homme lui inflige une raclée et fait savoir à son petit-fils que les Asuma ont perfectionné leur technique pendant des générations, et que leur art martial est aussi mortel pour les humains que pour les Mononoke. Il lui fait savoir qu'il n'a pu lui enseigner que les bases, suffisantes pour l'autodéfense, mais qu'avec tout ce qui se passe, ce sera lui qui le détruira. Rago avertit Jiro qu'il doit être prudent, mais vu la tournure des événements, il va devoir intervenir, car Jiro ne réagit pas. Le vieil homme attaque pour tuer,
Mais Rago bloque son attaque et réprimande Jiro, le prévenant qu'il doit rester attentif au combat, car son grand-père essaie vraiment de le tuer. Il pense l'aider, mais Jiro devra assumer le reste. Cependant, Jiro le retient de ses mains et lui demande de ne pas s'en mêler, il lui avait déjà dit de ne pas sortir tant qu'il ne le lui demanderait pas. Rago, agacé, répond qu'alors il fera ce qu'il veut. Son grand-père se souvient que la chienne qu'il avait autrefois l'avait averti que ce n'était pas le moment de lire, car Jiro était en danger, ce qui signifie que le vieil homme aussi peut parler aux animaux, ou du moins avec la chienne. On voit alors que Jiro tombe d'un arbre, mais est sauvé par son grand-père à la dernière seconde. Après cela, il lui fait une énorme réprimande. Jiro répond que le petit chat ne pouvait pas descendre, qu'il était en danger et pleurait, et qu'il ne pouvait pas le laisser seul là-haut. Son grand-père lui répond qu'aider les autres est quelque chose de très noble, mais qu'il faut aussi avoir la force et la détermination pour cela, car sans la force c'est imprudent, et sans détermination c'est irresponsable. Il est encore petit et lui manque beaucoup des deux, et tant qu'il reste petit, il doit demander de l'aide aux gens autour de lui. Jiro demande ce qu'il doit faire s'il n'y a personne à proximité, et son grand-père répond que c'est un enfant bien insolent, mais que dans le pire des cas, il doit simplement se rendre. Jiro refuse, alors le vieil homme finit par répondre qu'il doit donc simplement devenir plus fort, tant physiquement que mentalement, mais qu'en attendant, il ne doit pas prendre de risques inutiles. Jiro comprend et demande à son grand-père de commencer l'entraînement dès ce jour. De retour au présent, celui-ci prévient son petit-fils que ce n'est ni une bagarre de rue ni un entraînement, mais un duel sanglant à mort pour ses propres objectifs. C'est ainsi que fonctionne le monde dans lequel il s'est engagé. Il devra massacrer ses semblables, les Mononoke, et dans le processus, son ancien lui-même, car il est plongé dans un monde d'ombre, un royaume sans la moindre lueur de lumière, le même monde dans lequel lui-même a vécu et beaucoup lutté pour le protéger, afin qu'il n'ait jamais à mettre les pieds dans cet enfer. Jiro s'excuse, avoue ne pas avoir réfléchi et avoir été stupide. Cependant, il ne regrette rien. Il s'est mis dans une situation où il n'aurait pas dû, mais c'est à lui de résoudre ce qu'il a lui-même cherché. Son grand-père, frustré, attaque de toutes ses forces, tandis que Rago prévient que c'est très dangereux. Il veut ses excuses, mais lui demande de tenir encore un peu, et juste avant que son grand-père ne lui assène un coup, Jiro lui fonce dessus avec la tête. Il finit malgré tout par être envoyé voler, mais atterrit avec style. Rago lui demande ce qu'il pense faire, et son grand-père se pose la même question, lui faisant savoir qu'en le regardant, il continue de voir le même gamin qu'il était petit. Jiro lui répond que, pour le meilleur ou pour le pire, il n'est désormais plus seul, et que, comme il le lui a appris, dans ce cas il doit demander de l'aide aux gens qu'il a près de lui, et à ce moment, il compte demander l'aide de Rago, et ça, il ne peut pas le lui refuser. Son grand-père est surpris, tandis que Rago reste comme « Jiro répond que ce n'est rien, que lui sait parfaitement de quoi il parle. Pendant que ces deux-là se disputent, son grand-père se souvient des paroles qu'il lui a enseignées, et comprend que pour Jiro, l'étiquette d'humain, d'animal, ou même de Mononoke, est sans importance. Son petit-fils les traite tous de la même façon. Il lui dit qu'il reste le même petit insolent qui répond toujours, et finit par céder, car apparemment c'est à lui-même que la détermination fait défaut. Il l'informe qu'il peut faire ce qu'il veut. Un peu plus tard, de retour à la maison, en prenant un bain, Jiro souffre de tous les coups que lui a assénés son grand-père, et profite du moment pour s'excuser auprès de Rago de s'être mêlé de ses affaires. Mais celui-ci se contente de rire, lui faisant remarquer que c'est lui qui a reçu la raclée. Il ajoute que tout le monde a ses limites, et qu'il ferait mieux de ne pas finir mort par imprudence, car s'il meurt de nouveau, il l'aura sauvé pour rien. Alors, un peu gêné, il lui répond que si les choses tournent mal, il peut lui prêter ses pouvoirs, et qu'il ferait bien de lui en être reconnaissant. Jiro sourit, et bien qu'il n'ait aucune idée de ce qui les attend, l'avantage c'est qu'ils sont deux pour affronter ça, et il espère qu'ils pourront bien s'entendre en l'appelant camarade, même si Rago se contente de faire la moue. Pendant ce temps, Shiba communique avec le vieil homme, qui d'ailleurs est bien amoché, pour le prévenir qu'un véhicule lui sera envoyé le lendemain. Celui-ci trouve ça inhabituellement généreux de sa part, et Shiba répond qu'évidemment, après tout, ils ont pleinement confiance en lui, l'appelant monsieur. Le vieil homme admet qu'en apprenant que Jiro s'était échappé de l'hôpital, il a soupiré de soulagement. Ryosuke lui demande ce qu'il veut dire par là. Au fait, le vieil homme s'appelle Toshimasa, bien que Ryosuke lui demande de ne pas le forcer à l'expliquer. Il l'informe que Jiro sera l'un des leurs. Un combattant et un pionnier, exactement le genre de personne dont ils ont besoin. Sur ce, il prend congé, tandis que Jiro continue de crier à son grand-père qu'il n'y a plus de savon. Et celui-ci, agacé, lui demande d'attendre. Après avoir reçu l'approbation de son grand-père et officiellement accepté Rago comme partenaire,
Jiro commence à préparer ses affaires pour quitter la maison sur ordre du bureau. Sa chambre traditionnelle devient rapidement un désordre complet, bien que les seules choses qui l'intéressent vraiment soient quelques ensembles de vêtements et suffisamment de sous-vêtements pour survivre au voyage. Assis au sommet de la pile, Rago lui rappelle qu'aucun d'eux ne sait ce que le bureau compte faire d'eux. Ce voyage pourrait même empêcher Jiro de jamais rentrer chez lui. Jiro demande immédiatement si le chat s'inquiète pour lui. Rago devient troublé, nie tout et détourne le visage. La réaction en dit plus que la réponse. Deux individus qui se sont autrefois sauvés mutuellement par accident se préparent maintenant à affronter ensemble un avenir incertain. Ishika est chargée de récupérer Jiro. Elle explique que sa mission consiste à parts égales en escorte et en surveillance, surtout après qu'il a démontré un talent impressionnant pour s'échapper de détention à l'hôpital. Un véhicule de transport sécurisé attend déjà dehors. Avant de partir, Jiro se tourne pour dire au revoir à son grand-père. Le vieil homme répond en avertissant l'idiot de gamin de ne pas mourir sans permission. Jiro rétorque que le vieil homme obstiné ferait mieux de ne pas tomber raide mort pendant l'absence de son petit-fils. Cela semble profondément irrespectueux, mais au sein de la famille Azuma, c'est pratiquement un adieu émouvant. Son grand-père ne s'oppose plus à la décision de Jiro. Jiro comprend aussi qu'au moment où il montera dans le véhicule, sa vie ordinaire sera officiellement laissée derrière lui. À l'intérieur du compartiment cargo scellé, les deux mains de Jiro sont enfermées dans un dispositif de contention métallique conçu pour supprimer l'énergie Mononoke. Il ressemble moins à un passager qu'à un prisonnier transféré entre deux établissements. Ishika l'informe nonchalamment que cette comparaison n'est pas loin de la réalité. Depuis sa fusion avec Rago, Jiro n'est plus un humain ordinaire à ses yeux. C'est une créature portant le pouvoir d'un Mononoke. Pour le bureau, les Mononoke sont des cibles à surveiller, contenir ou détruire. Jiro est irrité par la façon dont cette fille s'arroge l'autorité de juger tout le monde autour d'elle. Ishika se penche immédiatement plus près et déclare que les deux choses qu'elle déteste le plus sont les Mononoke et les hommes qui méprisent les femmes. Elle lui dit ensuite directement qu'elle refuse de reconnaître son existence. Jiro essaie d'argumenter, mais le point planant à quelques centimètres de son visage le fait rapidement changer d'avis. Les employés qui conduisent à l'avant entendent le vacarme et commencent à se demander si quelque chose de très différent se passe à l'intérieur du compartiment cargo. Leur dispute réveille Rago. Au moment où il apparaît, il se plaint qu'ils ont perturbé son sommeil et se moque du bureau, tellement en sous-effectif qu'il a envoyé une petite fille inexpérimentée pour gérer l'escorte. Ishika est furieuse d'être insultée par un chat, mais avant qu'elle puisse répondre, un brouillard anormal commence à se former à l'extérieur du véhicule. La route de montagne est bientôt complètement couverte. Le conducteur suppose d'abord qu'il s'agit de conditions météorologiques ordinaires, jusqu'au moment où un objet énorme apparaît au milieu de la route. Le véhicule freine violemment et bascule sur le côté, projetant Jiro et Ishika à travers le compartiment tandis que la section avant est presque écrasée. Réalisant que quelque chose ne va pas, Ishika ordonne à Jiro de rester à l'intérieur et sort seule. Elle trouve les deux chauffeurs du bureau morts, tandis que deux étranges Mononoke attendent dans le brouillard. L'un est mince et porte des lunettes, tandis que l'autre possède un corps énorme. Ils se plaignent que la chair humaine n'a pas l'air particulièrement appétissante et expriment leur déception qu'une embuscade contre un véhicule du bureau n'ait produit qu'une seule jeune femme comme opposition. Insulter le bureau était déjà irritant, mais la rejeter parce qu'elle est une femme touche exactement le nerf qu'Ishika déteste le plus. Sa patience expire immédiatement. Un dispositif autour de son poignet s'allume et déploie son équipement de combat comme une séquence de transformation. Les deux ennemis libèrent leur énergie Mononoke. Le grand se transforme en un monstre imposant, tandis que celui qui porte des lunettes devient un humanoïde reptilien aux yeux rouges et à la vitesse écrasante. Ishika tire en premier, forçant le géant à protéger son visage. Quand il contre-attaque avec un bras semblable à un marteau massif, elle évite le coup, court directement le long du membre et tranche son corps à plusieurs reprises. Ses lames ne laissent que des blessures superficielles. Le géant est lent et pas particulièrement intelligent, mais son corps est si résistant que les attaques ordinaires sont presque inutiles. Ishika décide de changer de cible, mais au moment où elle déplace son attention, le Mononoke reptilien disparaît et réapparaît directement derrière elle. Un ennemi la presse de front avec une puissance et une défense écrasantes, tandis que l'autre attend l'angle mort parfait. L'embuscade était conçue depuis le début pour piéger l'escorte entre eux. Depuis l'intérieur du véhicule accidenté, Jiro entend la bataille et veut aider. Rago explique que le brouillard est en réalité une barrière. Tout ce qui s'y trouve a été séparé du monde extérieur et transformé en territoire contrôlé par les Mononoke. Jiro ne comprend pas entièrement la mécanique, mais il sait qu'Ishika se bat seul. Il demande à Rago de briser le dispositif de contention. Malheureusement, celui-ci a été spécifiquement conçu pour bloquer l'énergie Mononoke, ce qui signifie que même Rago ne peut pas le retirer. Le chat conseille à Jiro de rester en dehors du conflit. Le bureau a passé des années à sceller les Mononoke et à les traiter comme des outils, donc Rago ne voit aucune raison d'interférer dans une bataille entre deux groupes qu'il n'aime pas. Jiro rejette cette logique immédiatement. Ishika a beau le détester, elle est toujours dehors à risquer sa vie pour protéger tout le monde dans le véhicule. Il refuse de rester assis tranquillement pendant que quelqu'un se bat et meurt possiblement à cause de lui. À ce moment-là, le Mononoke géant fracasse le compartiment cargo d'un seul coup de poing. Jiro et Rago sont projetés sur l'herbe, mais l'impact les libère aussi de l'espace clos. Ishika bat en retraite à côté d'eux, déjà blessé. Debout au sommet de l'épave,
l'ennemi reptilien reconnaît Jiro immédiatement. Il révèle que leur mission est de capturer le garçon qui a fusionné avec Rago. Si Jiro se rend, ils le prendront vivant. S'il résiste, ils le mangeront sur place. Le fait que l'ennemi connaisse à la fois la cible et l'itinéraire exact du transport confirme que des informations ont fuité de l'intérieur du bureau. Ishika réalise qu'il doit y avoir un traître, mais elle n'a pas le temps d'enquêter. Jiro lui demande de retirer le dispositif de suppression pour qu'il puisse se battre. Ishika refuse toujours parce qu'elle ne peut pas accepter de dépendre du pouvoir des Mononoke, même lorsque l'alternative est d'être mangée vivante. Ishika se souvient d'elle-même à 5 ans, debout silencieusement aux funérailles de ses parents en tenant un ours en peluche. Tous deux ont été tués par des Mononoke pendant une mission. Des membres de la famille s'inquiétaient qu'un enfant ne puisse jamais porter la responsabilité de la succession, mais le chef du clan a déclaré qu'Ishika hériterait de la famille Kishimojin. Devant les tombes de ses parents, elle a pleuré et promis d'étudier, de s'entraîner et de devenir un agent exceptionnel tout comme eux. À partir de ce jour, sa haine des Mononoke et la pression d'accomplir chaque mission sont devenues les forces qui la font avancer. Dépendre d'un Mononoke maintenant revient à trahir à la fois ses parents et la promesse faite devant leur tombe. De retour au présent, Jiro rappelle à Ishika qu'elle se qualifie constamment de professionnelle prête à faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir une mission. Si c'est vrai, alors choisir des méthodes basées sur des sentiments personnels alors qu'ils sont tous les deux sur le point d'être mangés n'a aucun sens. Ces paroles franches frappent directement le sens des responsabilités qu'Ishika valorise par-dessus tout. Elle retire finalement le dispositif de suppression des bras de Jiro. Rago libère immédiatement son énergie. L'obscurité s'enroule autour du corps de Jiro. Son œil droit devient doré, et un bras se couvre du pouvoir de l'étoile noire de la calamité. Le géant charge en avant, avec l'intention de les écraser tous les deux en une seule attaque. Jiro accélère directement vers lui, évite le point descendant et concentre toute l'énergie sombre dans sa contre-attaque. Rago lui dit que le combat doit être terminé d'un seul coup. Le point de Jiro déchire la défense que les armes d'Ishika ne pouvaient pas pénétrer et propulse l'énorme Mononoke haut dans les airs. Le Mononoke reptilien se fiche de choc devant la force de Jiro. Ishika utilise ce seul moment de distraction. Elle attaque par derrière, bloquant chaque voie de fuite avec ses lames avant d'abattre l'adversaire à haute vitesse. Jiro détruit le mur défensif, tandis qu'Ishika élimine la menace mobile. Les deux ennemis tombent presque simultanément. La barrière s'effondre et le brouillard entourant la zone disparaît. Leur victoire ne vient pas de Jiro écrasant tout seul. Elle se produit parce qu'Ishika met temporairement de côté ses préjugés. Rago prête son pouvoir à Jiro, et Jiro prouve qu'il peut utiliser ce pouvoir pour protéger les autres plutôt que de perdre le contrôle. Après l'attaque, Jiro atterrit sur l'herbe dans une position qui n'a rien de gracieuse. Rago critique calmement sa technique d'atterrissage terrible. Jiro argue que personne n'a le temps de penser à avoir l'air impressionnant en tombant du ciel. Ishika revient et déclare immédiatement qu'elle ne le remerciera pas. Jiro répond qu'aucun d'eux ne s'est battu pour sa gratitude. Assis sur son épaule, Rago conclut que la situation est équilibrée et que personne ne doit rien à personne. L'explication permet à Ishika d'accepter leur aide sans sacrifier sa fierté. Elle se présente finalement correctement en tant que Kishimojin Ishika. Jiro commence immédiatement à l'appeler Ishika, l'irritant avec sa familiarité instantanée. Même ainsi, la distance entre eux est déjà complètement différente de lorsqu'ils étaient assis l'un en face de l'autre à l'intérieur du véhicule de transport. Pendant que Jiro et Ishika sont forcés de quitter les lieux à pied parce que leur véhicule est devenu un tas de métal tordu, Shiba présente une proposition à la direction. Plusieurs membres s'opposent à permettre à quelqu'un fusionné avec un Mononoke de participer aux opérations. Cependant, Rago n'a montré aucune hostilité immédiate et coopère activement avec Jiro. Shiba argue qu'emprisonner le garçon n'empêchera pas leurs ennemis de le chasser. Si Jiro est déjà un appât, alors l'appât devrait au moins posséder un hameçon assez aiguisé pour se défendre. Il porte le sang d'un shinobi, possède un potentiel de combat significatif et deviendra plus fort grâce à un entraînement pratique. Shiba propose d'assumer la responsabilité personnelle et suggère de créer une unité expérimentale de 5 personnes spécialisées dans les menaces Mononoke, l'équipe spéciale mobile de contre-renseignement Mononoke, mieux connu sous le nom de Black Torch. Après plusieurs jours d'examen pour confirmer que son corps fusionné est stable, Jiro est emmené dans un complexe d'entrepôts isolé au bord de la mer. Shiba explique que c'est la base de la division des opérations spéciales 2. Chaque département au sein du bureau maintient une installation séparée, souvent déguisée en bureau, usine, hôpital, bibliothèque ou sanctuaire. La nouvelle base a l'air si ordinaire que Jiro suppose qu'il a été recruté pour déplacer des cargaisons. Shiba le désigne sous le nom de Black Torch, mais Jiro se fiche complètement que le nom soit Torch, Push ou quoi que ce soit d'autre. Il n'a aucune intention de devenir un subordonné obéissant du bureau. Son seul objectif est de résoudre les conséquences de ses propres actions et de regagner sa liberté. Si combattre des Mononoke est nécessaire, il le fera. Shiba ne le force pas à accepter immédiatement l'organisation, sachant que les arguments conventionnels fonctionnent rarement sur quelqu'un d'aussi têtu. À ce moment-là, un véhicule noir entre dans l'entrepôt. La première personne à en sortir est Usami, la subordonnée de Shiba. Elle reconnaît Jiro d'après les rapports qu'elle a entendus, bien qu'une autre mission l'ait empêché de le rencontrer plus tôt. Elle est accompagnée d'un adolescent soigneusement habillé portant des lunettes.
Au moment où il quitte la voiture, il exprime sa déception que son voyage avec Usami se soit terminé si rapidement, et insiste qu'une dame ne devrait jamais porter elle-même de lourds bagages. Ses manières sont si polies que Jiro peut déjà sentir la présence d'un jeune noble protégé depuis l'autre bout du bâtiment. À l'intérieur de la base, Shiba présente formellement Kirihara Reiji, une recrue de 17 ans récemment transférée à la division des opérations spéciales 2. Comme Ishika, Reiji est l'héritier d'une famille prestigieuse d'agents du bureau. Au moment où elle entend cela, Ishika suppose qu'il doit être un jeune maître gâté et espère discrètement qu'il ne traitera pas ses coéquipiers comme des serviteurs avant d'entraîner tout le groupe dans le désastre. Reiji répond qu'il entend parler de l'héritière Kishimojin depuis des années. Il sait qu'elle possède une détermination incroyable et une personnalité directe, mais ne s'attendait jamais à ce qu'elle soit si charmante en personne. Un seul compliment fait rougir vivement Ishika, la même fille qui abat des Mononoke sans hésitation est complètement immobilisée par quelques mots doux. L'atmosphère amicale disparaît au moment où Reiji se tourne vers Jiro. Il a lu le rapport et refuse d'accepter que quelqu'un qui est à moitié humain et à moitié Mononoke ait été placé dans la même équipe que lui. Il suggère même que Jiro devrait tranquillement entrer dans une installation de confinement. Jiro s'approche immédiatement et demande si Reiji cherche la bagarre. Reiji explique calmement que son principe personnel est de rester honnête en tout temps. Jiro le traite d'insupportable snob à 4 yeux, tandis que Reiji répond en le traitant de monstre. Moins de 5 minutes après s'être rencontrés, les deux se sont présentés avec succès à travers une hostilité ouverte. Ishika et Usami se préparent à intervenir, mais Shiba fait le contraire. Il ordonne aux deux recrues de sortir, de se battre l'une contre l'autre et d'utiliser toute leur force. Le match n'est pas simplement une opportunité pour deux nouvelles recrues de régler leur aversion immédiate. Il est directement lié aux conditions requises pour que Black Torch existe. La direction du bureau veut déterminer si Azuma Jiro est véritablement utile et capable de se contrôler. Le pouvoir de Rago ne pouvait auparavant qu'être scellé. Maintenant, pour la première fois, un humain peut le manier activement, créant une opportunité trop précieuse pour être ignorée. Cependant, si Jiro perd le contrôle, alors lui et Rago deviennent une arme vivante qui doit être contenue de façon permanente. Une évaluation complète nécessiterait normalement un mois entier, mais la situation est devenue trop urgente. Pour l'instant, le bureau commencera par examiner la capacité de combat. Usami prépare le terrain et tout le nécessaire. Jiro enroule des bandages autour de ses deux mains et prend la posture des arts martiaux de style Azuma. Reiji met des gants et entre sur le terrain en portant une arme en bois. L'expression de gentleman d'avant disparaît. D'un côté se tient l'hôte de l'étoile noire de la calamité, un garçon commençant seulement à entrer dans le monde secret du bureau. De l'autre se tient l'héritier soigneusement entraîné de la famille Kirihara. La bataille qui déterminera si Jiro mérite une place dans Black Torch commence officiellement. Immédiatement après avoir rejoint l'unité expérimentale Black Torch, Jiro et Reiji sont traînés directement sur le terrain d'entraînement par Shiba pour une évaluation. Rago est allongé paresseusement sur l'épaule de Jiro, montrant très peu d'enthousiasme à l'idée de regarder deux jeunes hommes régler leurs différends à coups de poing. Shiba explique que la famille Kirihara est célèbre pour son escrime depuis l'ère de l'Oniwaban. Ces techniques ont été transmises à travers les générations pour être utilisées en combat réel, faisant d'une épée en bois la meilleure façon pour Reiji de démontrer sa spécialité. Reiji dit à Jiro d'utiliser l'arme secrète qu'il a récemment acquise, se référant clairement à Rago. Jiro rejette immédiatement la suggestion. Il déclare que Rago n'est pas un outil et que personne d'autre n'a besoin d'interférer dans ce combat. La réponse fait taire le chat noir un moment avant qu'il retire son énergie démoniaque et reste sur l'épaule de Jiro en spectateur réticent. Le test mesurera donc uniquement les capacités des deux combattants. Jiro veut prouver qu'il peut toujours se battre de façon indépendante tout en précisant qu'il considère Rago comme un partenaire plutôt qu'une arme. Reiji tourne le dos à son adversaire, permet calmement à Jiro d'attaquer quand il le souhaite, et annonce que se retourner une seule fois suffira à terminer le match. L'attitude dédaigneuse frappe directement la fierté de Jiro. Il abaisse son centre de gravité et charge, puis bondit du sol juste avant d'atteindre son adversaire. Certains observateurs supposent que Jiro essaie de dissimuler le son de ses pas, bien que Shiba soupçonne qu'il n'a peut-être pas planifié si loin. Même si Jiro approche par les airs, Reiji détecte précisément l'instant où il entre dans sa portée de frappe. Il se retourne et balance l'épée en bois en un seul mouvement. Le coup attrape Jiro en plein air et l'envoie s'écraser sur le terrain d'entraînement. Jiro commence à saigner, tandis que Reiji a à peine bougé de sa position initiale. La différence d'expérience devient immédiatement évidente. Shiba explique qu'un épéiste qui dépend uniquement de la vue ou du son pour mesurer la distance est encore inexpérimenté. Reiji maintient un territoire défensif autour de lui, et au moment où un ennemi y entre, il le détecte. Jiro a supprimé le son de ses pas mais n'a toujours pas réussi à surmonter cette portée absolue. Reiji croit que le match a déjà fourni suffisamment d'informations pour déterminer le résultat. Jiro, cependant, se remet sur pied. Des années d'entraînement sous son grand-père lui ont donné une plus grande endurance qu'une personne ordinaire, et un seul coup d'épée ne suffit pas à l'arrêter. Jiro continue de provoquer l'escrime de Reiji. L'héritier Kirihara retire ses lunettes et adopte une posture sérieuse. Les techniques d'épée Kirihara n'ont pas été créées pour des démonstrations. Elles ont été forgées sur de véritables champs de bataille. Jiro charge directement de front pour la deuxième fois, mais sa défaite précédente lui a donné les informations dont il avait besoin.
Il se souvient de la portée exacte de Régie et de la trajectoire de son coup. Attendant que la lame de bois passe par le point anticipé, Jiro concentre toute sa force sur une seule section de l'épée. Les forces opposées entrent en collision et la brisent. Les lunettes de Régie volent de son visage, et son plus grand avantage disparaît. Jiro comble immédiatement la distance et porte un coup, bien qu'il reçoive aussi une autre frappe pendant la collision. Les deux combattants sont projetés dans des directions opposées. Ce n'est pas une victoire écrasante pour Jiro. Cela prouve qu'il peut observer un ennemi et démanteler son avantage pendant la bataille elle-même. Jiro ramasse la section brisée de l'épée et déclare que chacun d'eux a porté un coup. Puisque Régie a aussi perdu son arme, le résultat actuel devrait être considéré comme un match nul. Il offre même à Régie une canette de soda s'il accepte de se rendre. Régie dit que la provocation ressemble à quelque chose venant d'un collégien, mais il retire alors complètement ses lunettes et se jette dans une bagarre à coups de poing. L'évaluation se transforme en une rixe alimentée entièrement par la fierté blessée. Ishika regarde les deux idiots se frapper mutuellement avec une frustration totale. Usami enregistre avec enthousiasme chaque moment comme si elle préservait la beauté de leur jeunesse, tandis que Shiba développe un mal de tête en essayant d'imaginer comment il convaincra ses supérieurs qu'il s'agit d'une unité spéciale sérieuse. Jiro et Régie finissent par se frapper mutuellement au visage en même temps et continuent de se battre jusqu'à ce que les deux s'effondrent inconscients au milieu du terrain. Après s'être réveillé, Jiro considère temporairement le résultat comme un match nul. Régie objecte parce qu'il a repris conscience plus tard, et se considère donc comme le perdant. Jiro ne juge pas le match en fonction de qui s'est réveillé en premier. Il admet que si Régie avait tenu une vraie épée, le coup d'ouverture l'aurait tué. Sa méthode consistant à briser la lame pendant la deuxième attaque n'a aussi réussi que parce que l'arme était en bois. Dans des conditions de combat réel, Régie était le vrai vainqueur. Jiro lui offre la canette de soda promise en guise de reconnaissance. Juste au moment où il semble que les deux aient finalement appris à se comporter comme des adultes, Jiro sourit et révèle qu'il a violemment secoué la canette pendant que Régie était inconscient. Régie le remarque immédiatement, pointe l'ouverture vers la personne qui a tendu le piège, et tire la languette. Le soda jaillit directement au visage de Jiro. Le test se termine sans jugement officiel, mais Jiro a montré qu'il peut apprendre de l'échec, tandis que Régie ne peut plus le considérer comme complètement inutile. Après le match, Usami retire le dispositif contenant les images enregistrées et demande si Shiba a vraiment l'intention de le soumettre à leur supérieur. Le chef de section explique que la vidéo n'est qu'une preuve préliminaire. Pour que Black Torch reçoive une reconnaissance officielle, ils doivent prouver leur valeur pendant une véritable opération sur le terrain. Puisque la division des opérations spéciales 2 n'a pas encore reçu de mission, Shiba décide de sélectionner une affaire de manière indépendante. Avec de la chance, l'enquête pourrait aussi les mener jusqu'aux responsables des incidents récents. Le lendemain matin, Jiro, Régie et Ishika reçoivent des uniformes de combat standard du bureau de renseignement. Shiba leur ordonne d'appuyer sur le panneau de contrôle au poignet gauche. L'armure se transforme immédiatement en vêtements ordinaires grâce au mode camouflage quantique. Le tapoter 2 fois rend le corps du porteur invisible. Les coéquipiers peuvent toujours voir un faible contour les uns des autres, tandis que les étrangers ne peuvent pas les détecter du tout. Jiro teste avec excitation la fonction devant Usami, mais Shiba lui rappelle rapidement que le camouflage ne peut pas être activé négligemment. Son utilisation réduit considérablement les performances de base de l'uniforme, forçant le porteur à choisir selon la situation. Régie comprend immédiatement le compromis, tandis que Jiro reste fasciné par l'équipement. Une fois les préparatifs terminés, Shiba conduit les trois vers un sanctuaire entouré d'un paysage paisible. La zone ne ressemble en rien au site de leur première mission. Le groupe s'arrête même pour prier, faisant se demander à Jiro s'ils sont venus pour écarter la malchance. Régie observe l'itinéraire emprunté par Shiba et prédit que le sanctuaire n'est qu'une couverture pour les étrangers. Une installation secrète du bureau de renseignement doit être cachée à l'intérieur. Sa déduction est confirmée lorsque Shiba conduit tout le monde vers un bâtiment de bureau derrière le sanctuaire principal. L'agent réside du bureau de renseignement semble visiblement mal à l'aise face à leur visite inattendue. Il les avertit que des membres de la division des opérations spéciales sont aussi en route, et que si les deux groupes se rencontrent, la situation pourrait devenir compliquée. Ishika explique que le bureau de renseignement est composé de plusieurs familles et factions politiques. Parmi elles, la division des opérations spéciales possède l'une des plus grandes forces de main-d'œuvre et d'autorité, ce qui est en fait presque l'opposé complet de la division 2 délaissée de Shiba. Les groupes ne sont pas ennemis, mais l'administrateur ne leur accorde que 15 minutes pour enquêter. Shiba conduit immédiatement tout le monde dans une vieille salle de stockage et entre un code dans un panneau de contrôle. Un passage caché s'ouvre sous l'un des rayonnages. L'escalier descend dans un couloir humide rempli d'une odeur de moisi. En contraste frappant avec le sanctuaire paisible au-dessus, l'extérieur plaisant n'est qu'une couverture pour une prison conçue pour retenir des mononoke. Au bout du couloir se dresse une gigantesque porte métallique protégée par de multiples couches de sceaux. Shiba identifie le lieu comme le mausolée scellé spécial numéro 7, l'installation qui a autrefois emprisonné Rago, et l'endroit où la chaîne actuelle d'incidents a commencé. Au-delà de la porte se trouve une énorme caverne souterraine. Une pierre meurtrière massive s'élève du centre, entourée de cordes et d'innombrables talismans. Ce minéral peut supprimer l'énergie démoniaque,
et l'installation c'était la plus grande prison de son genre. Rago fixe silencieusement l'endroit où il a autrefois été enfermé. Jiro remarque que revenir ici est clairement douloureux pour son partenaire. Shiba divise l'enquête en deux groupes. Lui et Ishika retourneront au bureau pour examiner les archives et les données de surveillance, tandis que Reggie reste avec Jiro pour interroger Rago sur le jour où le sceau a été brisé. Reggie demande immédiatement un changement parce qu'il veut accompagner Ishika. Shiba s'éloigne calmement comme s'il n'avait rien entendu, laissant trois individus têtus debout devant la pierre meurtrière. Jiro demande pourquoi Rago a été emprisonné ici, mais le chat noir admet qu'il ne se souvient ni de la raison ni des événements qui se sont produits auparavant. Jiro croit d'abord qu'il évite le sujet. Reggie confirme que la perte de mémoire peut résulter d'un scellement de trop longue durée. Il a autrefois rencontré un Mononoke emprisonné si complètement qu'il en avait oublié sa propre identité. Le scellement est une technique qui emprisonne de force un Mononoke à l'intérieur d'un réceptacle. Contrairement à la possession d'un corps vivant, l'enfermement dans un objet inanimé laisse sa conscience emprisonnée dans l'obscurité. La propre énergie démoniaque du Mononoke est ensuite utilisée pour maintenir la prison. La pierre meurtrière continue de drainer son pouvoir pendant toute la période de captivité. Si le processus dure des décennies ou des siècles, même un puissant Mononoke peut ne pas en sortir intact. Dans le cas de Rago, perdre seulement ses souvenirs pourrait être considéré comme une conséquence relativement légère. L'explication le laisse inhabituellement silencieux. Il était piégé dans l'obscurité, incapable de bouger, tandis que le temps usait lentement sa conscience. L'enquête se déplace vers ce qui s'est passé après sa libération. En même temps, Shiba et Ishika examinent le système de surveillance du sanctuaire. Chaque caméra de la propriété s'est brouillée pendant environ 10 minutes, pourtant le système électrique n'a enregistré aucune anomalie. L'agent de service n'a entendu qu'un grand bruit et s'est précipité vers le mausolée. Au moment où la porte a été ouverte, la zone scellée était déjà vide. Ishika conclut qu'une barrière a dissimulé ou isolé l'activité se produisant à l'intérieur. Cela a permis aux intrus de détruire le sceau sans être découverts à temps. Les images ne révèlent pas le visage du coupable, mais elles confirment que l'ennemi possède assez de puissance pour contourner les défenses du bureau de renseignement. À l'intérieur du mausolée, Rago commence à assembler plusieurs souvenirs épars. La pierre froide sous son corps, l'odeur d'humidité, une lumière faible et une concentration écrasante d'énergie démoniaque. Quand Rago a ouvert les yeux, plusieurs Mononoke se tenaient dans l'obscurité. Un écran lumineux est apparu devant eux, affichant un homme mystérieux qui a salué Rago comme s'il se connaissait depuis très longtemps. Il l'a appelé l'étoile noire de la calamité qui a dévoré le soleil et a demandé à emprunter son pouvoir. L'homme a déclaré que le monde humain avait changé. Sa faction avait l'intention de restaurer la dignité des Mononoke et de faire en sorte que l'humanité et le bureau de renseignement les craignent à nouveau. Leur haine était dirigée à la fois vers les humains et vers le bureau. Rago a immédiatement refusé l'offre. L'écran s'est alors éteint, et il a profité de la confusion pour s'échapper. Sa mémoire s'arrête là. Rago ne reconnaît ni l'homme sur l'écran ni aucun des Mononoke présents. Ils ont brisé son sceau spécifiquement pour recruter le pouvoir de l'étoile noire de la calamité. Reggie organise calmement les informations en 3 indices. Premièrement, l'ennemi possède une méthode capable de briser l'un des sceaux les plus puissants du bureau. Deuxièmement, leur chef connaissait Rago avant son emprisonnement, même si Rago lui-même a perdu la plupart de ses souvenirs. Troisièmement, le groupe éprouve une haine intense envers l'humanité et le bureau de renseignement. Ensemble, ces faits suggèrent une organisation qui se prépare depuis très longtemps. Jiro croit que la solution la plus rapide est de les attirer au grand jour, de les battre jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus s'échapper, et de les forcer à tout révéler. Reggie objecte immédiatement parce qu'ils ne connaissent même pas l'identité de l'ennemi. Agir aveuglément ne fera que permettre à l'organisation de continuer à contrôler la situation. Rago est d'accord avec Jiro, attaquer d'abord et poser des questions ensuite semble beaucoup plus simple. Jiro et Rago parviennent rapidement à un accord complet, laissant Reggie avec un mal de tête. Jiro veut traîner l'ennemi au grand jour, tandis que Reggie insiste sur le fait qu'agir sans information ne fera que les rendre plus faciles à manipuler. Avant que la dispute puisse aboutir à une conclusion, une silhouette encapuchonnée aux cheveux blancs traverse calmement le couloir de sécurité comme lors d'une promenade d'après-midi. Il apparaît soudainement entre Jiro et Reggie, posant une main sur l'épaule de chacun avant que l'un ou l'autre ne le détecte, et annonce qu'il est venu rencontrer Rago. Jiro et Reggie s'écartent immédiatement de l'intrus. L'étranger révèle des cheveux blancs, des dents acérées et une énergie démoniaque qui n'appartient clairement pas à un humain. Rago avertit Jiro de rester prudent. Reggie comprend que ce visiteur est un indice vivant extrêmement important, mais ordonne quand même à tout le monde de se préparer au combat. Les deux recrues activent les dispositifs à leurs poignets et retransforment leurs uniformes en mode combat. Jiro n'aime pas recevoir des ordres de Reggie, pourtant il se tient quand même aux côtés de l'homme qu'il a combattu jusqu'à l'inconscience seulement la veille. Devant un véritable ennemi, les disputes personnelles doivent attendre. Le Mononoke aux cheveux blancs ne montre aucun signe d'inquiétude. Il sourit simplement et dit que la situation est pratique, car il souhaite aussi tester quelque chose d'inhabituel. Une énergie démoniaque noire commence à se répandre dans toute la zone scellée. À l'extérieur, Shiba et Ishika reviennent et découvrent que l'entrée a été complètement couverte par une barrière noir-violet. Elle est trop puissante pour que l'un ou l'autre puisse la pénétrer. Jiro, Reggie et Rago sont maintenant complètement isolés à l'intérieur avec l'intrus, tandis que leurs supérieurs ne peuvent que chercher un moyen de passer.
Au plus fort de la crise, une femme blonde portant une marque rouge s'étendant le long de son œil gauche arrive aux côtés d'un homme plus âgé. C'est Kuzumi Toko, la commandante de la division des opérations spéciales 1. Shiba est surpris qu'elle soit venue en personne. La première mission de Black Torch s'est déjà transformée en urgence à grande échelle. À l'intérieur du mausolée, Jiro serre les poings tandis que Reggie maintient une posture de combat. Les deux recrues, qui ont seulement récemment reconnu les capacités l'une de l'autre, doivent maintenant se battre du même côté. Leur match d'entraînement précédent leur a au moins donné une certaine compréhension de la façon dont l'autre réagit au combat. À l'extérieur, Shiba, Ishika et les membres de la division des opérations spéciales restent bloqués par une barrière dont le créateur est encore inconnu. L'identité du Mononoke aux cheveux blancs et son lien avec l'homme apparu sur l'écran des murs des mystères non résolus. Le Mononoke aux cheveux blancs déclare que son objectif est de devenir le plus fort de son espèce, et c'est pourquoi il compte s'emparer de Rago comme source de pouvoir. Jiro et Reggie, face à cette assurance excessive, remarquent qu'il ressemble à un enfant gâté réclamant un jouet. Le Mononoke aux cheveux blancs explique que les siens ne sont pas aussi fragiles que les humains, un Mononoke ne meurt véritablement que si son corps est entièrement détruit, bien que son énergie démoniaque finisse par disparaître sans une source pour l'entretenir. Rago, lui, est comme un générateur inépuisable de puissance démoniaque. S'il parvient à s'emparer de cette force, il n'aura plus jamais à craindre personne. Il écarte Jiro comme un simple récipient temporaire et promet de libérer Rago de l'imbécile qui le porte, après quoi les deux ne feront plus qu'un et deviendront invincibles. Rago répond froidement qu'il n'appartient à personne et n'a aucun intérêt pour un trône, quiconque veut régner n'a qu'à le prendre lui-même. Ce rejet, si désinvolte, met le Mononoke aux cheveux blancs hors de lui. Il charge, écarte Jiro et Reggie d'un geste, et saisit Rago d'une seule main. Même à terre, Jiro refuse d'écouter le discours de l'ennemi. Il attire délibérément son attention et fait signe à Reggie de bouger. Le sabreur Kirihara s'était déjà préparé à attaquer. Il libère aussitôt une longue estafilade qui traverse le champ de bataille et ouvre une profonde blessure sur le corps du Mononoke aux cheveux blancs. Jiro rattrape rapidement Rago à son retour, mais une attaque assez puissante pour fendre un Mononoke ordinaire ne fait que le faire saigner. Il reste debout, sans montrer le moindre signe de faiblesse. Reggie comprend que l'ennemi est bien plus dangereux que prévu. Shiba finira par remarquer l'anomalie de la barrière, mais en attendant les renforts, ils doivent survivre par eux-mêmes tous les trois. Rago dit à Jiro de leur faire confiance, à lui et à Reggie, Jiro lui répond simplement de se taire. Le Mononoke aux cheveux blancs se met à répéter les mêmes mots depuis l'autre bout du champ de bataille. Il est les humains parce qu'ils dépendent du nombre et se comportent ensuite comme s'ils dominaient le monde. Un liquide noir et rouge s'amasse autour de sa main et se transforme en une arme immense. Il déclare que la partie est terminée, Reggie mourra le premier, tandis que Jiro sera gardé en vie comme récipient plus adapté pour Rago. Ensuite, il leur enseignera qui est le maître et qui est le serviteur. À l'extérieur du temple, Kuzumi Toko et les membres de la division spéciale arrivent devant la barrière noire qui recouvre l'entrée. Tokida, un agent de renseignement âgé spécialisé dans les barrières, se charge de la démanteler. Il explique que la structure est extrêmement stable et qu'il faudra du temps pour la briser. Ishika demande aussitôt comment elle peut aider, Tokida lui confie plusieurs piquets et lui indique où les planter. Les autres agents sont soulagés, avec Tokida présent, la barrière devrait disparaître en environ 5 minutes. Kuzumi Toko demande à Shiba s'il s'attendait à ce que la première mission de Black Torch tourne mal, et s'il a délibérément amené la division en mesure d'urgence. Shiba admet que les personnes piégées à l'intérieur sont des subordonnés auxquels il tient profondément. Il leur fait confiance pour tenir bon, mais il fait tout autant confiance à Toko et Tokida pour créer une issue si le danger dépasse ce que les nouvelles recrues peuvent gérer. Leur échange ressemble à une nouvelle joute d'insultes, mais ni l'un ni l'autre ne ralentit tant que 3 personnes restent isolées à l'intérieur. À l'intérieur de la barrière, le Mononoke aux cheveux blancs balaie le champ de bataille avec son arme immense. Chaque impact fit sur le sol de pierre et soulève des nuages de poussière. Reggie part directement avec son sabre, mais l'arme est trop lourde. Il est repoussé et frappé assez fort pour saigner. Jiro libère aussitôt le pouvoir de Rago. Son œil droit devient doré tandis qu'il attaque par derrière, mais l'ennemi réagit avec une vitesse incroyable, se retourne, bloque le coup avec son arme et repousse Jiro. Jiro continue de pousser et lance un poing recouvert d'énergie démoniaque vers le visage du Mononoke. L'ennemi aux cheveux blancs contre-attaque le premier, l'envoyant voler à travers la salle et s'écraser sur le sol de pierre. Alors que la poussière retombe, Reggie appelle désespérément le nom de son coéquipier. Rago apparaît au centre du champ de bataille, la marque le liant à Jiro clairement visible sur tout son corps. Le Mononoke aux cheveux blancs se moque de Jiro, qui accomplit si peu malgré le pouvoir de l'étoile de la calamité noire qu'il porte en lui. Il regarde ensuite Rago avec une fausse compassion et affirme que le chat légendaire a choisi le mauvais vaisseau. Jiro reste immobile après l'attaque, et la première mission de Black Torch est déjà devenue une lutte désespérée. L'ennemi affirme qu'il est dommage que la force de Rago reste enfermée dans un corps humain, et promet qu'il finira par arracher l'étoile de la calamité noire. Jiro lui ordonne aussitôt de se taire. Il ne peut tolérer la façon dont cette créature divise tout le monde en catégories utiles et inutiles. Pour Jiro, humains et Mononoke ne sont que des étiquettes posées par les autres. Lui et Rago décideront eux-mêmes de qui ils sont. Rago continue de traiter Jiro d'enfant immature, mais finit par admettre qu'il a raison. Le Mononoke aux cheveux blancs, furieux,
libère une énergie sombre dans toute la salle souterraine. D'épais flots noirs attaquent de plusieurs directions. Jiro canalise le pouvoir de Rago dans son œil droit, rassemble de l'énergie démoniaque autour de son bras, et fonce droit dans l'assaut. Régie le suit avec le style du sabre Kirihara. Ils n'ont besoin d'aucune parole pour bouger en parfaite harmonie. Jiro brise l'attaque de front pendant que Régie tranche à travers l'ouverture qu'il crée. Leur frappe combinée déchire le sol de pierre et repousse l'ennemi à travers la fumée. Le sang couvre ses vêtements, pourtant il sourit comme si le combat lui offrait enfin exactement ce qu'il voulait. Il tend la main et exige que Jiro lui livre Rago. Cependant, la barrière extérieure a déjà été brisée, ce qui signifie que des renforts pourraient entrer à tout moment. Poursuivre le combat ne ferait qu'attirer toute une division de renseignements dans l'affrontement, le Mononoke aux cheveux blancs choisit donc de se retirer. Avant de disparaître, il explique qu'il épargne Jiro parce que le tuer détruirait son occasion d'obtenir Rago. Il promet que la prochaine fois, il prendra les mains, la langue et les yeux de Jiro comme trophée. Jiro lui demande son nom et se présente lui-même comme Azuma Jiro. Ce nom de famille arrête l'inconnu net. Il reconnaît en Jiro un membre de la famille de renseignement Azuma et l'appelle le fils de cet homme. Avec un mystère supplémentaire laissé derrière lui, il se dissout dans l'obscurité. Jiro n'a aucune idée de qui l'ennemi voulait parler. En ce qui le concerne, son grand-père et les animaux qui l'ont élevé ont toujours été sa famille. L'histoire du clan Azuma reste un vide sans réponse. À l'extérieur du temple, les membres de la division spéciale 1 se préparent à retourner au quartier général pour soumettre leur rapport. La mission n'a jamais été officiellement autorisée, 2 agents ont été blessés, et l'installation de scellement a été endommagée. Les conséquences s'accumulent déjà. Toko rappelle à Shiba qu'il sera tenu responsable de tout ce qui s'est passé. Le chef de la division 2 est prêt à accepter n'importe quelle sanction, mais il considère tout de même que la survie de 2 agents inexpérimentés face à un Mononoke aussi puissant est un exploit qui mérite d'être reconnu. Alors que tout le monde se repose sous les arbres, Régie observe l'uniforme qu'il a protégé et admet que sans ses propriétés défensives, il ne serait peut-être plus en vie. Ishika s'en veut de ne pas avoir réussi à briser la barrière pour leur apporter du soutien. Jiro reste silencieux, pensant aux paroles de l'ennemi. Shiba leur dit de ne pas se concentrer uniquement sur ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir. Les sentiments d'impuissance et de confusion sont des épreuves qu'ils doivent traverser s'ils veulent véritablement grandir. Jiro finit par se relever. Plutôt que de continuer à se demander de qui l'ennemi parlait, il décide de chercher lui-même la réponse. Il annonce qu'il va devenir agent de renseignement et rejoindre Black Torch. Shiba lui rappelle qu'il en est techniquement membre depuis qu'il a accepté la mission. Ce n'est que maintenant que Jiro accepte véritablement ce rôle. Jiro, Régie et Ishika doivent travailler en équipe vers le même objectif. Ils n'ont pas besoin de penser de la même façon, et chacun peut porter des émotions différentes. Ce qui compte, c'est de transformer ses sentiments en force. Shiba promet qu'il les soutiendra toujours depuis l'arrière même si, avec cette équipe en particulier, se tenir derrière eux pourrait aussi signifier se tenir dangereusement près de la prochaine explosion. De retour à la base portuaire, Usami annonce que leurs supérieurs ont beaucoup à dire sur l'opération non autorisée. Mais avant que les rapports écrits ne puissent se multiplier davantage, Black Torch reçoit une nouvelle mission. Officiellement, il s'agit d'un exercice. En réalité, c'est un entraînement. Shiba a également préparé une assistante spéciale. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, une fille aux cheveux bleus tombe d'en haut et atterrit directement sur ses épaules. Son entrée soudaine fait croire à l'équipe que la base est attaquée, tandis que Shiba reste parfaitement immobile, comme s'il s'était habitué à servir de moyen de transport gratuit. La fille est présentée sous le nom de Fuyo, une Mononoke coopérant avec le bureau de renseignement. Shiba explique que l'organisation élimine normalement les Mononoke dangereux, mais qu'elle est disposée à coopérer avec ceux qui sont amicaux envers les humains. Fuyo déclare aussitôt qu'elle ne s'est soumise à personne. Au moment où elle remarque Rago, elle trouve le chat noir plutôt mignon. La fierté de l'étoile de la calamité noire en prend aussitôt un coup. Rago la traite de petite arrogante, tandis que Fuyo le traite de chat errant. Les deux Mononoke se sont à peine rencontrés qu'ils sont déjà prêts à se disputer. L'entraînement n'a même pas encore commencé que les instructeurs risquent déjà de se battre entre eux. Une fois tout le monde en place, Shiba commence l'entraînement de Black Torch contre les techniques démoniaques. Certains Mononoke peuvent hypnotiser leur cible et créer des illusions, ce qui rend dangereusement facile pour des agents d'attaquer leurs propres coéquipiers sur le terrain. Fuyo va leur fournir l'expérience nécessaire. La Mononoke aux cheveux bleus exige que les recrues apprécient sa contribution, puis active la formation du lotus frénétique. Des pétales roses emplissent l'air tandis que d'énormes boutons de lotus s'élèvent autour de Jiro, Régie et Ishika. Les fleurs se referment et engloutissent les trois dans des espaces séparés. Usami s'inquiète du fait que Shiba ne leur ait jamais expliqué la technique, mais le chef de division pense que l'entraînement est plus efficace lorsqu'il paraît réel. Régie se réveille sur une étendue d'eau infinie, entourée de seulement quelques fleurs de lotus. Il comprend rapidement que la technique démoniaque l'a emprisonné dans une barrière et que son seul objectif est de s'échapper. L'environnement se transforme soudain en une caverne sombre. Le frère défunt de Régie, aux cheveux blancs, s'approche avec une épée, prononce son nom et lui demande à quel point il est devenu plus fort. Régie dégaine sa lame et attaque,
Mais son frère bloque sans effort et se moque de lui pour son manque de compétences face à lui. La formation du lotus frénétique ne crée pas de monstre au hasard, elle fait apparaître la personne que Régie a le plus de mal à surmonter et en fait un examinateur. Dans la barrière d'Ishika, la scène n'est pas un champ de bataille mais le jardin de son enfance. Elle se voit, plus jeune, arroser des fleurs aux côtés de sa mère. Sa mère lui explique qu'elle doit arroser non seulement les pétales, mais aussi les racines en dessous, puis lui demande si elle veut faire pousser des fleurs plus tard, en grandissant. La jeune fille secoue aussitôt la tête. Elle veut devenir agent de renseignement comme ses parents, se battre pour la justice et vaincre le mal. Sa mère la met en garde, c'est un métier effrayant. Mais Ishika est convaincue qu'elle peut réussir, parce qu'elle est leur fille. Un domestique arrive bientôt et annonce que sa mère doit partir pour une mission urgente. La femme caresse doucement la tête de sa fille, lui dit de l'attendre à la maison, puis s'en va. C'est la dernière fois qu'Ishika voit sa mère. Suivent la veillée, les funérailles, et un vide qu'il faudra des années à une enfant pour accepter. À partir de ce jour, Ishika se consacre entièrement à l'entraînement et à devenir agent de renseignement. Elle croit que plus elle se rapprochera de l'image de sa mère défunte, moins elle ressentira de douleur. Peu après qu'Ishika rejoint officiellement le bureau, l'ancien domestique de sa famille se présente et dit que son maître l'a envoyé chercher la jeune demoiselle. Elle est emmenée dans une installation de recherche secrète. Au centre d'une salle glaciale se trouve une immense chambre de verre. À l'intérieur se trouve la mère qu'Ishika croyait morte, tout son corps pétrifié dans une position de douleur terrible. Le domestique confirme qu'il s'agit bien de la véritable maîtresse de la maison. Un message enregistré de son père commence à jouer. Il admet être resté silencieux pendant 10 ans parce que le règlement lui interdisait de révéler l'incident à quiconque en dehors de l'organisation. Sa mère n'est jamais morte, une technique démoniaque l'a transformée en pierre lors d'une mission, tandis que le Mononoke responsable court toujours. Le bureau et la famille ont passé 10 ans à tenter de retirer la malédiction, sans succès. Son père ne peut que demander pardon pour son impuissance. Ishika ne s'effondre pas. Elle pose une main contre le verre et déclare qu'à partir de cet instant, ses pensées et ses actions n'appartiendront qu'à elle. Elle promet de sauver sa mère et lui demande d'attendre encore un peu. La formation du lotus frénétique ne laisse pas Ishika se réveiller. Une illusion parlant avec la voix de sa mère surgit soudain de la silhouette pétrifiée. Elle ordonne à Ishika de rester sagement à la maison, comme elle l'a fait autrefois. Elle lui rappelle que le travail de renseignement est terrifiant et l'avertit que continuer sur cette voie lui vaudra tôt ou tard le même sort que sa mère. Des paroles nées de l'amour sont transformées par la technique en chaîne qui entrave la volonté d'Ishika. Des fissures se propagent sur le corps de Pierre. L'obscurité recouvre le visage de sa mère, et des yeux violets s'ouvrent au sein de l'énergie démoniaque environnante. Toute la silhouette se transforme en un monstre immense qui charge vers Ishika. Un souvenir d'enfance chaleureux devient un cauchemar, et l'ennemi qu'elle doit affronter porte le visage de la personne qu'elle désire le plus sauver. Dans un autre espace, Jiro et Rago courent sans fin sur la surface de l'eau sans trouver le moindre mur ni la moindre issue. Jiro s'agace de plus en plus d'une barrière qui ressemble à une immense carte en monde ouvert sans le moindre repère directionnel. Une masse immense d'obscurité apparaît soudain sur leur chemin. La créature ouvre la gueule, révélant des rangées de dents pâles. Rago confirme qu'ils sont toujours prisonniers de la technique de Fuyao, mais que le monstre devant eux lui semble étrangement familier et il ressemble à quelque chose d'enfoui dans les souvenirs endommagés par son ancien scellement. Jiro n'a pas le temps de résoudre ce mystère. Il serre les poings et dit à Rago qu'ils vont se battre ensemble. Le porteur de l'étoile de la calamité noire prend aussitôt sa posture. Selon l'approche de la famille Azuma, s'ils ne trouvent pas de sortie, ils vaincront simplement ceux qui leur bloquent le passage. L'épisode se termine juste avant que les deux camps ne s'affrontent enfin. Régie est ramené aux années où il vivait encore sous le toit des Kirihara, avec son frère jumeau Shinji. Sur le terrain d'entraînement, Shinji avait toujours une longueur d'avance sur lui. Pourtant, malgré la préférence évidente de leur père pour Shinji, l'aîné des jumeaux n'avait jamais traité Régie comme une ombre insignifiante. Après une séance d'entraînement, Shinji était même venu lui apporter des remèdes pour prendre de ses nouvelles, insistant sur le fait qu'avoir Régie à ses côtés était précisément ce qui lui permettait de continuer à progresser. Régie, à l'époque, voyait pourtant les choses tout autrement. Shinji était l'héritier de la famille et finirait par recevoir le nom des Kirihara. Régie pensait donc qu'il lui suffirait de devenir un simple tremplin pour son frère. Shinji avait rejeté cette idée sur le champ. Même s'il devenait un jour chef de famille, il resterait frère pour toujours. Il avait alors demandé une faveur à Régie, s'il venait un jour à perdre son chemin ou à trébucher, Régie devrait l'aider. Les deux frères s'étaient tapé le poing, comme pour sceller une promesse, et les mots de Shinji, « Je compte sur toi », étaient devenus un souvenir que Régie ne pourrait jamais oublier. Peu après, la famille Kirihara se préparait pour le rite du sabre, une cérémonie qui servait à la fois de remise de diplômes et d'épreuves destinées à confirmer le prochain successeur légitime. Dans une grotte derrière le domaine reposait le sabre démoniaque Yamakaze, une arme que la famille Kirihara gardait depuis des générations. Un Mononoke était scellé à l'intérieur de la lame, et son ressentiment ainsi que son énergie démoniaque s'était de plus en plus concentré au fil du temps. La tâche de Shinji consistait à entrer dans la grotte, à soumettre Yamakaze et à le ramener. Les deux frères avaient senti sa présence terrifiante depuis l'enfance, si bien que Régie n'avait pu que mettre Shinji en garde, ne pas laisser le sabre dévorer sa conscience.
Shinji avait souri avec assurance avant d'entrer dans la grotte. Après un certain temps, sa silhouette était finalement réapparue mais tout avait changé. Les cheveux de Shinji avaient blanchi, Yamakaze était recouvert d'une énergie démoniaque noire et rouge, et tous les gardes postés près de l'entrée de la grotte avaient été terrassés. Leur père avait aussitôt dégainé son sabre pour bloquer le passage de Shinji, criant à Régi de fuir, car à son niveau actuel, il n'avait absolument aucune chance de tenir face à son frère. À cet instant, Régi avait compris que celui qu'il avait admiré toute sa vie venait d'être englouti par Yamakaze. Ce qui hantait Régi plus encore, c'étaient les mots froids que Shinji avait laissés derrière lui. Il n'avait pas tué son frère. Il lui avait plutôt ordonné de devenir plus fort désespérément, follement plus fort puis de venir un jour le retrouver pour le tuer de ses propres mains. Les mots étaient cruels, et pourtant des larmes coulaient sur le visage de Shinji. Régi ne pouvait comprendre combien de la conscience de son frère subsistait encore à cet instant, ni pourquoi celui qui avait promis qu'il resterait frère pour toujours avait choisi de lui tourner le dos et de partir. Tout ce que Régi avait pu faire, c'était rester là, impuissant, à crier le nom de Shinji. La formation du lotus frénétique ramène Régi dans le présent. Le Shinji aux cheveux blancs, créé à partir de ses souvenirs, se tient toujours devant lui, et leurs sabres continuent de s'entrechoquer à la surface de l'eau. Régi réalise rapidement que la force n'est pas le véritable problème. La personne en face de lui a été entièrement façonnée à partir de ce que Régi sait déjà. Peu importe combien de fois il vint ou interroge cette illusion, elle ne pourra jamais révéler les véritables motivations de Shinji. S'il veut une réponse, il doit avancer et retrouver le vrai Shinji lui-même. Quand l'illusion attaque de nouveau, Régi se souvient de leurs poings tapés l'un contre l'autre et des mots « Je compte sur toi ». Il attrape le bras qui tient le sabre. Cette fois, il ne cherche plus à arracher une réponse au passé. Il a décidé d'utiliser sa propre force pour atteindre la vérité dans le monde réel. Au moment où sa résolution change, la silhouette de Shinji se brise en fragments noirs et disparaît. Régi admet que c'est la première fois qu'il se retrouve piégé dans une illusion aussi réaliste, mais elle lui a enfin montré la direction qu'il doit suivre. Dans une autre barrière, Ishika est toujours poursuivi par un monstre d'ombre né des souvenirs de sa mère. Entre les attaques, l'image de sa mère douce réapparaît sans cesse, comme pour tenter de la ramener à l'impuissance de son enfance. Voir la personne qu'elle désire le plus sauver lui fait encore mal, mais Ishika ne laisse plus cette douleur la contrôler. Elle esquive chaque attaque, referme la distance, s'excuse doucement, puis tranche l'illusion de part en part. Elle déclare calmement que ce genre de choses ne peut plus l'ébranler, car elle n'est plus une enfant qui ne sait que rester immobile et attendre. Le lotus d'Ishika s'ouvre et la ramène au terrain d'entraînement. Régi, sorti avant elle, se tient déjà aux côtés de Shiba et des autres, observant l'exercice. Tous deux ont accompli l'épreuve étonnamment vite. Un bourgeon de lotus, cependant, refuse toujours de s'ouvrir. Jiro et Rago restent piégés à l'intérieur, et Fuyo réalise bientôt que la situation a déjà dépassé les limites d'un simple exercice d'entraînement. La formation du lotus frénétique exploite normalement les angoisses et les souvenirs non résolus d'une cible pour créer des illusions. Jiro constitue un cas sans précédent. Deux âmes coexistent désormais dans un seul corps fusionné, l'une humaine, l'autre appartenant à la légendaire étoile de la calamité noire, restée scellée pendant des centaines d'années. À l'intérieur de la formation, Jiro et Rago affrontent une immense masse de ténèbres aux yeux blancs et à la gueule hérissée de dents. Jiro charge et attaque, mais ses coups n'accomplissent presque rien. Quand il exige de savoir ce qu'est réellement cette créature, elle répond que s'il veut savoir, elle va le lui montrer. Les ténèbres s'effondrent aussitôt et engloutissent les deux compagnons. Au même moment, le lotus à l'extérieur commence à se déformer. Fuyo panique et confirme que la formation du lotus frénétique est devenue incontrôlable. La technique elle-même réagit anormalement à la condition unique de Jiro et Rago, et même Fuyo ne peut plus la dissiper volontairement. Shiba soupçonne que Rago en est probablement la cause, mais avant que quiconque puisse intervenir, Jiro et son partenaire sont entraînés encore plus profondément dans une autre couche de souvenirs. Lorsque Jiro ouvre les yeux, il aperçoit la familière pierre tueuse. Le décor se transforme alors en un sanctuaire baigné de lumière du jour. Un jeune villageois apparaît, s'incline respectueusement devant Rago et le remercie, les récoltes ont été bonnes, l'impôt foncier a été payé sans difficulté, et la maladie de sa mère s'est améliorée. Jiro ne peut que rester bouche bée. Apparemment, le chat noir qui passe ses journées à se plaindre sur l'épaule de Jiro était autrefois vénéré comme un dieu. Rago nie aussitôt avoir jamais béni les récoltes ou guéri quiconque. Il avait simplement aimé la région et choisi d'y rester. Cependant, la seule présence de l'étoile de la calamité noire suffisait à tenir les Mononoke dangereux à l'écart. Tandis que les villages environnants continuaient de subir des attaques, cette communauté-là demeurait paisible, si bien que ses habitants avaient naturellement cru que Rago les protégeait en silence. Chaque jour, il lui apportait des offrandes de radis et de poissons séchés. Rago se plaignait sans cesse, mais continuait à paresser autour du sanctuaire, sans jamais se proclamer dieu ni chasser les villageois. Jiro comprend peu à peu qu'il ne s'agit pas d'une illusion quelconque. Rago aussi commence à se souvenir. Ce sont de véritables souvenirs d'avant son enfermement dans la pierre tueuse. L'époque est la 15e année de l'ère Qi, sous le règne du 8e shogun Tokugawa, Yoshimune. En ce temps-là,
Certains Mononoke étaient craints comme des monstres, tandis que d'autres étaient respectés et vénérés par les humains comme des dieux de la montagne ou des divinités protectrices locales. Le souvenir se poursuit un après-midi où un Mononoke aux cheveux blancs nommé Amagi apparaît devant le sanctuaire. Dès que le Rago actuel entend sa voix, il ressent une familiarité immédiate. L'image de la silhouette apparue à l'écran après la rupture du sceau de Rago lui revient soudain en mémoire. Rago confirme enfin que la personne qu'il avait vue à ce moment-là était Amagi, ce qui signifie que le mystérieux ennemi actuel le connaissait déjà à l'époque d'Edo. Amagi explique que les humains ont commencé à organiser leur chasse aux Mononoke avec une efficacité croissante. Le shogunat a secrètement rassemblé une force spécialisée connue sous le nom d'Oniwaban pour s'occuper d'eux. Ces chasseurs opèrent en groupe coordonné, et certains bruits courent même selon lesquels des Mononoke auraient été domestiqués et aideraient désormais les humains à traquer les leurs. Amagi croit que l'équilibre entre les deux races s'effondre. Plusieurs de ses compagnons ont déjà été tués, si bien qu'il voyage de lieu en lieu pour rassembler des alliés capables de résister à l'Oniwaban. Un groupe de Mononoke encapuchonnés se tient derrière Amagi. Il veut que Rago les rejoigne, car la puissance de l'étoile de la calamité noire pourrait complètement changer le rapport de force. Rago refuse aussitôt. Il ne défend pas les humains, et l'Oniwaban ne l'intéresse pas particulièrement. Il n'aime tout simplement pas l'idée de se regrouper et de compter sur la force des autres pour régler des affaires personnelles. Dans l'esprit de Rago à cette époque, chacun devrait se débrouiller par lui-même, et il n'a l'intention de choisir aucun camp. Amagi et ses partisans refusent d'accepter cette réponse. Ils exigent de savoir si Rago compte se ranger du côté de l'humanité. Ils vont même jusqu'à affirmer que, quel que soit son choix, ils ne peuvent tout simplement pas ignorer un Mononoke aussi puissant que lui. Rago continue de refuser qu'on le force à choisir. À l'époque, il ne comprend pas encore clairement ce qu'est l'Oniwaban, ni jusqu'où Amagi est prêt à aller. Quelque temps plus tard, Amagi revient effectivement, mais cette fois sans discussion. Lui et ses partisans ont traversé des villages en dévorant des humains pour accumuler de la force en vue du conflit à venir. Les terres paisibles entourant le sanctuaire de Rago se transforment en champ de bataille. Même les villageois qui lui apportaient autrefois du poisson séché et des radis se retrouvent pris dans le désastre. À ce moment-là, l'étoile de la calamité noire ne peut plus rester en retrait. Rago libère toute sa puissance. Son petit corps de félin se transforme en une masse gigantesque de ténèbres aux yeux blancs et aux dents énormes, exactement la forme que Jiro a rencontrée plus tôt à l'intérieur de la formation du lotus frénétique. La force de Rago écrase complètement la faction d'Amagi, mais la bataille dévaste aussi toute la région environnante. Même mortellement blessé, Amagi reste assez conscient pour forcer Rago à affronter la seule chose qu'il redoute le plus de voir. Les villageois ont été assassinés par le camp d'Amagi, tandis que les Mononoke qui suivaient Amagi ont été emportés par les attaques de Rago. Au final, il ne reste plus que des terres ravagées. Amagi continue de forcer Rago à choisir. Si Rago le tue ici, l'Oniwaban finira par s'en prendre également à l'étoile de la calamité noire. S'il ne veut pas devenir leur cible, alors il devrait se ranger du côté des Mononoke et détruire l'Oniwaban en premier. Amagi exige sans relâche une réponse, mais plus on le pousse à choisir, plus Rago s'irrite. Les souvenirs des villageois qui voyaient sa présence comme une protection envahissent son esprit. Un camp voulait faire de lui un dieu. L'autre voulait faire de lui une arme. Finalement, Rago choisit une voie que personne n'attendait. Il ne tue pas Amagi. Il ne rejoint pas la faction des Mononoke. Il ne se range pas non plus activement du côté de l'Oniwaban. Il entre plutôt lui-même dans la pierre tueuse et scelle son propre corps. Il appelle cela une décision de n'appartenir à aucun camp, puis sombre dans un sommeil qui durera des centaines d'années. Le souvenir s'achève, et Jiro et Rago reviennent dans l'espace recouvert d'eau à l'intérieur de la formation du lotus frénétique. Jiro ne fait preuve d'aucune indulgence et déclare que qualifier le choix de Rago de « neutralité » peut sembler impressionnant, mais qu'il s'agissait en réalité d'une fuite. Rago explose aussitôt de colère. Jiro, cependant, n'a aucune intention de juger son passé en termes simplistes de bien ou de mal. Ce qui compte pour lui, c'est que le Rago d'aujourd'hui est différent. Quand Jiro était sur le point de mourir, Rago a volontairement sacrifié sa propre vie et sa puissance pour le sauver, et depuis, ils combattent côte à côte. Jiro affirme que diviser tout le monde entre humains, Mononoke, alliés et ennemis ne fait que compliquer davantage la situation. Il n'a jamais demandé à Rago de se ranger du côté des humains. Ce qui importe, c'est que le Rago d'aujourd'hui a choisi de marcher à ses côtés. Rago refuse obstinément de l'admettre à voix haute, mais même lui reconnaît la contradiction. Une créature qui a autrefois tenté désespérément de n'appartenir à aucun camp est maintenant assise sur l'épaule d'un humain, prêtant volontiers sa puissance à celui-ci. L'énorme ombre réapparaît. Cette fois, Jiro comprend qu'il ne s'agit pas d'un autre Mononoke. C'est la part du passé de Rago qui s'accroche encore à lui, murmurant sans cesse que rester seul signifie ne jamais avoir à choisir de camp et ne jamais subir une nouvelle perte. Elle veut même que Jiro disparaisse, afin que Rago puisse retourner à l'isolement qu'il avait choisi autrefois. Mais le Rago d'aujourd'hui n'est plus tout à fait le même chat qui s'était scellé lui-même dans la pierre tueuse. Jiro se tient aux côtés de Rago plutôt que de lui faire face. Il déclare qu'il n'a aucune intention de mourir avec lui dans cet endroit. Rago cesse enfin d'hésiter. Les deux partenaires chargent ensemble vers l'ombre du passé.
La formation du lotus frénétique se met à trembler violemment. À l'extérieur, le lotus explose d'énergie démoniaque et commence à se fissurer. Shiba doit rattraper Fuyo, qui manque de s'effondrer d'épuisement. Jiro revient à la réalité, plié en deux et haletant, tandis que Rago reste assis sur son épaule comme d'habitude. Ensemble, ils viennent de se libérer de quelque chose que même Fuyo ne pouvait plus contrôler. Ishika et Reiji attendent non loin de là. L'exercice d'entraînement final est terminé, mais sa plus grande valeur n'a pas simplement été d'apprendre à l'équipe à résister aux techniques d'illusion. La formation du lotus frénétique a accidentellement permis de récupérer un fragment des souvenirs perdus de Rago. Le nom à magie est désormais confirmé, et cette connaissance datant de l'époque d'Edo est bien la même personne apparue à l'écran lorsque le sceau de Rago s'est brisé. Le lien manquant entre le passé et le présent est enfin rétabli. Shiba comprend immédiatement l'importance de cette information. Une session d'entraînement censée renforcer la résistance aux techniques des Mononoke a permis de découvrir, sans le vouloir, un atout que la division 2 des opérations spéciales ne possédait encore jamais eu. Ishika propose de rédiger un rapport à envoyer à leur supérieur, mais Shiba n'est pas pressé. Après avoir enfin obtenu un atout aussi précieux, il compte bien s'assurer qu'il sera utilisé correctement.